Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Capiche. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. On note que Marie-Luce Panchard se retire de la course aux législatives. Qualifiée pour un second tour face à Élie Califère, l'ancienne maire de Basse-Terre prend acte de la rupture de confiance entre le politique et le citoyen. Battue avec 3000 voix d'écart, elle se décide à faire preuve de sagesse et jette l'éponge. Élie Califère sera donc le seul candidat dans la 4e circonscription ce dimanche. Encore faudra-t-il qu'il réalise un score suffisant pour être élu. On se rappelle un peu du cas Adrien Baron à Sainte-Rose. Et depuis quelques jours, de gros engins militaires circulent sur la terre et en mer. Il s'agit d'un exercice Zéphyr qui consiste à anticiper les opérations et interventions post-catastrophe naturelle. On débrief avec le préfet de région Alexandre Rochat. Un exercice que nous avons lancé dès la fin de la semaine dernière, dès qu'on a lancé en fait la saison cyclonique. C'est un exercice qui visait à vérifier qu'on était capable de monter en puissance avec l'arrivée d'un cyclone, de gérer toutes les phases de couleurs que nous connaissons bien, de jaune jusqu'à rouge, jusqu'à violet, et la phase grise qu'on joue depuis ce matin. La phase grise, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la phase de sortie du cyclone. Le cyclone est passé sur la Guadeloupe et on est en train de gérer la suite et les conséquences du passage de ce cyclone. On a activé le COD ce matin. Et puis on a profité aussi du passage des forces armées aux Antilles. Tout le monde a dû les voir, il y a un grand nombre de navires qui sont en train de s'entraîner aussi. Et donc on a cumulé ces deux exercices pour avoir un exercice très réel, avec la participation qui plus est de moyens militaires en renfort pour justement gérer une sortie de crise, c'est-à-dire des ouvertures d'axes, des reconnaissances, des rétablissements de réseau. En fait, on l'avait déjà fait l'an dernier, mais avec beaucoup moins de navires, et puis c'était strictement limité à Marie-Galante. Là, on a eu un travail qui a été fait plus important, parce que ça fait 10 jours d'exercice militaire, puis plus 5 jours d'exercice ici de la préfecture. Donc vous voyez qu'on a mis des moyens assez importants, mais parce qu'on rentre dans saison cyclonique, et il faut continuer à s'entraîner, continuer à vérifier nos procédures, continuer à vérifier que les communes qui étaient aussi présentes pour cet exercice sont bien aussi conscientes et connaissent bien les procédures. Donc je vous préparer la phase suivante sur l'évolution de la situation, le bilan qu'il s'agit de consolider et puis demander à la population de rester à ce stade dans son habitation et de ne pas se déplacer, étant donné qu'on a toujours les difficultés de circulation sur les axes. La première réaction, c'est d'écouter les médias et d'écouter les messages que l'on passe, puisque en fait avant, c'est l'avantage entre guillemets d'un cyclone, c'est que Météo France est capable de prévoir à l'avance les choses qui vont pouvoir survenir, et donc on a un système de vigilance avec des couleurs, et à chaque couleur on a un certain nombre de consignes, et c'est ça qu'il faut appliquer tout simplement. Et puis la dernière consigne, une fois que le cyclone est sur place, c'est de rester chez soi, d'avoir son kit de cyclone qui est bien là, et d'écouter les médias, les radios, les communiqués de presse de la préfecture pour savoir quelles sont les consignes à suivre. Et on part pour le lancement du baccalauréat professionnel nouvelle formule au lycée Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau. 1995 élèves à travers l'académie doivent restituer leurs connaissances pour tenter de décrocher leur sésame. Stanley Manicor était là pour le début des hostilités. Le reste en images. En retard. On arrive une demi-heure avant l'épreuve dans sa salle. Je passe le bac puisque je ne suis pas stressée, mais enfin, disons que j'espère qu'on aura des résultats. On a tout fait pour qu'il y ait de bons résultats. Maintenant, voilà. C'est quand même le nouveau baccalauréat, de nouvelles épreuves. Donc, je pense que et moi et les professeurs sommes stressés. Spécialité moto, épreuve français. Le numéro de candidat, c'est ce que vous avez sur votre convocation, mais c'est aussi sur votre table également. Ok? Vous allez me ranger vos sacs au fond ou devant. Non, tout le monde devant. Vous n'avez plus rien à faire dans les sacs après.
C'est important parce que c'est un moment de stress, c'est un moment de panique pour eux et donc il est important de leur remettre en mémoire parce que certains oublient, certains sont très prêts, d'autres ne sont pas prêts. Ils se retrouvent face à l'épreuve aujourd'hui, donc ils se disent enfin c'est là, donc il faut faire le nécessaire et donc c'est important de leur dire tout ce qu'il faut avant. Chaque année on recommence, on est stressé parce que bon, c'est une nouvelle vague, ce sont des nouveaux élèves que l'on a formés pendant 3 ans, que l'on connaît, que l'on a accompagnés et on ne souhaite que leur réussite. Vous les retournerez de manière à pouvoir composer. Néanmoins, je me permets de vous faire quand même quelques petites recommandations avant le début de l'épreuve. 1. Prenez tout le temps qui vous est imparti. Vous avez aujourd'hui 3 heures d'épreuve en français pour commencer. Si vous avez 3 heures, c'est que vous aurez besoin de 3 heures pour composer. Donc prenez le temps de lire votre sujet, prenez le temps de relire également votre copie. 1995 élèves sont concernés par le baccalauréat professionnel en Guadeloupe à cette rentrée, ce qui est une progression par rapport à l'an dernier où, de mémoire, nous étions à 1860. Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, il y a ce qui change, c'est que l'épreuve de français sera de 3 heures au lieu de 2h30 comme l'année dernière. Il n'est pas évident de passer le baccalauréat à 12h30. Et là, ils vont travailler jusqu'à 18h30. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont 5 heures d'épreuve avec une pause d'une demi-heure. Voilà, donc je vous souhaite une bonne épreuve, de passer une bonne épreuve et de bien composer. Et puis une bonne continuation pour la suite, puisqu'il y aura certainement une suite pour vous l'année prochaine, puisque vous avez déjà les résultats qui commencent à tomber. Donc je pose retourner et vous composerez au signal. À Marie-Galante, le personnel de l'association des parents et amis des enfants handicapés est en grève. Il dénonce la réduction d'effectifs et la mise à mal de ce réseau de proximité. Une inquiétude pour les Marie-Galantais qui voient leur île se vider peu à peu. Le reportage. On a dans une situation administrative assez floue, assez ambiguë. Nous avons plusieurs établissements et services qui ont fonctionné, mais à un fonctionnement qui n'est pas sécurisé et qui n'est pas cadré sur le plan administratif. Comme agrément nous pas signé, alors on a pas mal de salariés qui menacés de licenciement et menacés aussi, il peut trouver un bon là qui est obligé de partir à l'extérieur pour travailler. Et nous avons envie de travailler en pays, nous avons envie de travailler Marie-Galante, nous avons envie de rester Marie-Galante, tout simplement. Les salariés ont décidé de se mobiliser de manière à préserver les intérêts de leur association, tant au niveau de notre mission d'accompagnement médico-social auprès de personnes handicapées ou qu'au niveau également de personnes éloignées de l'emploi. Donc ce matin, étant salarié moi-même, je ne suis pas à l'initiative de ce mouvement, mais c'est tout à fait normalement que je suis au milieu de mes équipes pour les aider donc à être entendus, pour que nos agréments soient renouvelés et que les moyens financiers nécessaires à notre action nous soient maintenus et sécurisés. C'est une grande menace pour nous, à Marie-Galante, surtout pour nos enfants, si nous ne pouvons pas mettre nos enfants dans des structures en Guadeloupe. Et nous avons celle à Marie-Galante qui nous donne tout ce qu'il nous faut à Marie-Galante. Et les enfants sont apaisés sur l'île de Marie-Galante. Alors moi je dis non à la fermeture de ces structures. Un reportage signé Kylian Romain. Et les urgences du CHU de Pointe-à-Pitre, elles sont sous assistance respiratoire, atteintes d'une pathologie répandue dans les hôpitaux de France, en l'occurrence le manque de moyens et de personnel. L'établissement de santé vous demande de ne pas l'encombrer. Fini les mauvaises habitudes, comme vous présenter spontanément en cas d'inquiétude. Vous devez appeler le 15 avant tout passage aux urgences. On écoute Patrick Portécop, directeur du SAMU, au micro de Maxime Morel. Malheureusement, ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, mais c'est le constat que nous faisons tous dans la spécialité. Et maintenant que la médecine d'urgence devient une spécialité à part entière comme toutes les autres, vous comprenez bien que ces spécialistes revendiquent de s'occuper en priorité de leur cœur de métier et confient donc les consultations de médecine générale à la médecine générale qui doit s'organiser pour
offrir des plages de consultation. Elle le fait déjà en Guadeloupe, c'est peut-être moins bien connu, et il s'agit de voir ensemble avec nos partenaires de la médecine libérale quelles sont les modalités à mettre en place pour justement récupérer ces patients qui peuvent tout à fait consulter sans prendre de risques vers les structures les plus adaptées. Et donc, en appelant le 15 avant de se déplacer, on pourra justement adapter en fonction du point d'appel du patient la solution qui lui correspond le mieux. Nous avons effectivement besoin d'informer la population de l'intérêt de consulter le centre 15 avant tout déplacement vers les urgences. En effet, les urgences continuent de fonctionner pour toutes les situations pour lesquelles la médecine d'urgence existe et est bien présente. Simplement, les consultations non programmées qui n'ont pas à voir avec les urgences et qui relèveraient de la médecine libérale, pour lesquelles notre population a malheureusement pris l'habitude de se présenter aux urgences, ont le défaut de créer de la désorganisation dans le système. Et compte tenu de la raréfaction des ressources médicales et soignantes depuis quelques mois, et cette situation ne trouvant pas de solution pour les prochains mois, nous sommes obligés, comme beaucoup de régions dans l'Hexagone, de repenser l'accueil et l'arrivée au niveau de ces urgences. Vous avez à partir de 18h des maisons médicales de garde qui fonctionnent. C'est important de savoir que il y a d'autres alternatives que la venue aux urgences jusqu'à minuit. La population peut se diriger pour des consultations qui ne relèvent pas du plateau technique des urgences vers ces dispositifs. Et surtout, nous travaillons activement avec les autorités à ouvrir de nouveaux services qui pourront représenter des alternatives à la venue vers les urgences, tout en offrant une sécurité médicale pour soit le maintien à domicile chaque fois que c'est possible, soit des consultations tout à fait satisfaisantes grâce soit à la télémédecine, soit avec des solutions de création de centres de consultation de soins immédiats ou d'hôpitaux locaux dans la proximité. Tout ça, ce sont des solutions qui sortiront bientôt de terre et on espère que nous serons accompagnés pour le faire. Des manques de moyens qui ont des impacts effectivement sur d'autres spécialités et les dépistages en particulier. Et pour parler justement du cancer du col de l'utérus qui a un très faible taux de dépistage a priori, eh bien, nous recevons le docteur Yuri Socrier. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Luce. Alors, on écoutait justement le docteur Patrick Portekop qui nous parlait un peu de la situation aux urgences. Vous, votre domaine, c'est plutôt le cancer du col de l'utérus et vous nous parliez justement d'un problème au niveau des dépistages. Trop peu de femmes se font dépister pour l'instant. Tout à fait. Je suis médecin anatomopathologiste dans un laboratoire privé en Guadeloupe et nous sommes au cœur du dépistage des cancers de manière générale et plus singulièrement du cancer du col de l'utérus. En Guadeloupe, il faut savoir que seulement 30% des femmes vont se faire dépister chaque année en réalisant un frottis du col de l'utérus ou un test HPV chez leur gynécologue ou dans notre laboratoire ou chez leur médecin. La moyenne nationale est plutôt à 59%, donc le taux est faible. 2 fois moins quand même. 2 fois moins. Il faut savoir aussi qu'il y a 200 personnes qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus chaque année en Guadeloupe avec 30 décès. Et c'est 30 décès de trop, puisqu'il y a 2 moyens très efficaces, et ça c'est prouvé depuis plus de 50 ans. Alors le premier moyen, donc, c'était le dépistage par le frottis du col de l'utérus, et maintenant, plus récemment, la vaccination contre l'HPV. Voilà. Est-ce que ça se traite bien finalement quand on s'y prend de manière précoce ? Tout à fait. Comme beaucoup de cancers, plus la pathologie est dépistée tôt, mieux le traitement sera efficace. Et il y a un plus faible risque en fait, de décès de la maladie. Alors comment se faire dépister ? Comment prendre un rendez-vous justement ? Comment se faire dépister ? Il faut que les femmes adhèrent au dépistage, donc soit de manière individuelle, soit de manière en rentrant dans le cadre des dépistages organisés, par la réalisation d'un frottis du col de l'utérus tous les 3 ans. Et donc, tous les 3 ans. Voilà, contrôle tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Il y a un âge de départ ? Alors, le dépistage est recommandé en France entre 25 et 65 ans.
Et d'ailleurs, le CRCDC, le Centre régional de coordination de dépistage des cancers en Guadeloupe, a lancé ce qu'on appelle le DOCU, le dépistage organisé, en lançant des invitations aux patientes âgées de 25 à 65 ans qui ne sont pas allées depuis plus de 3 ans se faire dépister. En fait, ils ont consulté les fichiers de la sécurité sociale. Ces patientes reçoivent en fait à leur domicile une invitation pour les inciter à aller faire ce dépistage de manière gratuite. Et là, en fait, au cours de ce mois de juin, qu'on va appeler en fait juin vert, un peu sur le même modèle que Octobre rose pour le cancer du sein. Donc le vert sera pour le col de l'utérus. Pour le col de l'utérus, voilà, tout à fait. Bon, j'ai choisi la couleur du jour. Voilà. Donc du coup, on va encourager les patientes qui, malgré en fait le fait qu'elles ont, bien qu'elles aient reçu en fait une invitation, ne sont pas allées se faire dépister. Et le CRCDC organise ce qu'ils appellent en fait le Team Moment Frottis, par exemple, en ciblant les patientes du Nord Grande Terre, parce que c'est la population cible qui a le moins adhéré en fait au dépistage organisé, en contactant sur les 450 patientes qui n'avaient pas répondu à l'invitation pour aller faire leur dépistage, environ 120 ont été contactés pour aller sur 2 journées bien précises. La première était le lundi 13 et l'opération sera renouvelée normalement le 29 juin, d'aller sur une plage entre 9h et 14h à la maison de santé du Nord Grande Terre à Port-Louis, le Souffle du Nord, en prenant rendez-vous pour pouvoir voir une sage-femme ou un médecin qui sera présent pour pouvoir bénéficier d'un prélèvement cervico-utérin, enfin vaginal, pour pouvoir avoir ensuite une analyse cytologique ou un test HPV pour dépister éventuellement des lésions précancéreuses ou un hypothétique cancer du col de l'utérus débutant. Et qu'est-ce qui fait que dans cette zone particulièrement, les dépistages étaient aussi faibles? Ça marque un désert médical? Qu'est-ce que ça nous révèle? Il faut savoir que de manière générale, la Guadeloupe est un désert médical. Voilà. Et il y a trop peu de médecins, y compris en fait des médecins spécialistes, des gynécologues, que les patientes peuvent aller voir pour pouvoir faire leur cancer du col, pour pouvoir faire un test de dépistage. Et le Nord Grande Terre, bien sûr, comme on le sait, est particulièrement marqué par le manque de médecins. Et donc les patientes, souvent dans ces territoires, ont parfois plus de mal à se déplacer vers les régions plus urbaines, entre guillemets, ou pour pouvoir avoir un rendez-vous. De surcroît, même en fait sur toute la Guadeloupe, parfois une patiente peut attendre 3, 4, voire 5 mois pour avoir un rendez-vous chez un gynécologue. Ah, quand même, c'est énorme. Quand même. C'est beaucoup. Voilà. Donc tout ça entraîne en fait, c'est un frein au succès des campagnes de dépistage de cancer du col ici, mais aussi même pour le cancer du sein ou autre. Voilà. Donc vous passez en format proximité, donc vous allez directement dans le Nord Grande Terre. Est-ce qu'on peut revoir les dates et les créneaux justement pour le dépistage? La date sera le mercredi 29 juin 2022 à Port-Louis, à la maison de santé Le Souffle du Nord, et ce sera entre 9h et 14h. Les patientes peuvent les contacter pour prendre rendez-vous. Ce dépistage, ça va durer même pas 10 à 15 minutes, et le test ne va rien leur coûter. Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner, et c'est quelque chose qui peut sauver la patiente qui viendra. Voilà. Très bien. Petite question avant de se quitter, est-ce que les médecins ont obligation de donner leur sang? Non. Donc ça reste volontaire aussi pour vous? Tout à fait. Est-ce que vous réalisez vos dons du sang? De temps en temps, oui. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et à cette occasion, bien, l'EFS communique toujours et encore plus et essaie de vous sensibiliser à l'importance des dons. 1/3 des produits sanguins utilisés en Guadeloupe viennent encore d'Hexagone, ce qu'on devrait pouvoir changer. Il suffit pour cela de vous rendre à Pointe-à-Pitre en général ou bien dans les lieux de collecte mobile. En ce moment, ils sont du côté de Destrélan à Bémao. Regardez.
Journée mondiale des donneurs de sang, donc ça veut dire effectivement on met les petits pas dans les grands pour remercier les donneurs et les valoriser. Parce que le don de sang, c'est un geste, c'est un peu de temps, un peu de sang également que les personnes viennent donner. Donc c'est important qu'on les mette dans un cadre propice à ce que le don puisse se passer dans de bonnes conditions. Et s'engager, pas uniquement avec un don de sang, mais en parler autour de soi, c'est la première des choses. Et puis simplement se rendre compte qu'il faut qu'on soit autosuffisant en fait en Guadeloupe, puisqu'il y a encore un tiers des produits qui sont transfusés aux patients de Guadeloupe qui viennent de l'Hexagone. C'est vraiment pas la situation qui est la meilleure pour la transfusion sanguine, sachant qu'il nous faut des produits très compatibles. Et qui dit produits très compatibles dit qu'on va pouvoir les collecter dans notre bassin de population. Moi je dis que de faire l'effort, de venir, et c'est pas douloureux et ça se passe rapidement. Il n'y a pas à avoir peur que ça se passe naturellement. C'est comme si c'était une piqûre de moustique et voilà, hein, ça se fait naturellement à l'appareil là pour prendre le sang et puis voilà. C'est une bonne action. Ça peut être les parents, la famille qui a besoin de sang, sans compter les amis. Parce qu'on a effectivement le métissage sur nos différentes îles qui est vraiment très important. Et ce qui permet d'aller plus loin vraiment dans l'analyse du sang et de constater qu'il y a des compatibilités qui seront plus rares que d'autres. Donc ça nécessite à ce qu'on prélève le plus de personnes que possible pour qu'on sache effectivement et qu'on ait le plus de produits en stock que possible pour soigner la personne lorsqu'elle a besoin et au moment où elle en a besoin. Je suis un habitué. C'est-à-dire que plusieurs fois par an, je donne mon sang. Et le fait d'avoir vu dans les médias que c'était en plus la journée mondiale du don, du coup, ça m'a motivé à venir aujourd'hui à D'Estrelon. Non, pas du tout. Je suis sorti du travail entre midi et 2 pour venir ici spécialement pour donner mon sang. Alors le besoin quotidien, il est de 60 dons. En réalité, on tourne autour de 25 à 30 par jour. Donc c'est pas vraiment l'idéal, mais pour arriver à ces 60, il y a un exemple qui a été très concret, c'est le premier confinement. Pendant le premier confinement, on a été autosuffisant. Ici, effectivement, à D'Estrelon, jusqu'à samedi 18, donc de 11h à 18h, il y a également le camion qui est garé à l'emplacement habituel dehors. Et donc la salle, comme je disais, effectivement, jusqu'à samedi 18, de 11h à 18h. Sauver des vies, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Ça peut juste être donner une poche de sang. Et on peut sauver pas mal de vies en faisant ça. Un reportage signé Stanley Manicor. Et la justice de proximité fait bientôt son retour dans la ville de Lamentin. 1,5 million d'euros ont été engagés pour la réhabilitation du palais de justice de paix de la ville. Regardez. Nous sommes dans un lieu où existait à l'époque une justice de paix. C'était ce qu'on appelait vraiment la justice de proximité de l'époque. C'est un thème qui est redevenu d'actualité. Et c'est très symboliquement que monsieur le maire de Lamentin a pensé à proposer de cette réouverture de locaux. Et je trouve ça très très intéressant. Parce qu'en fait, ce qui va se passer désormais, c'est que les audiences de délégués du procureur, alors on est dans le bas du spectre des infractions, les infractions les moins graves, font l'objet d'une réponse par la justice via les délégués du procureur. Et désormais, plutôt que de faire venir les gens, les personnes concernées jusqu'au tribunal de Pointe-à-Pitre, eh bien l'idée c'est de les faire, c'est que ce soit le délégué qui se déplace et qui vienne notifier lui-même les mesures ici. Donc la justice va venir se rendre ici. Alors encore une fois, sur le bas du spectre des infractions, on n'est pas sur les infractions les plus graves, mais voilà, c'est un pas symboliquement, je crois, très intéressant qui va se faire logiquement à compter de la rentrée, en tout cas le mois d'octobre certainement. L'objectif, bien sûr, après avoir rendu justice en proximité sur place à Lamentin, c'est de faire en sorte que les peines soient exécutées sur le territoire même de Lamentin. Donc ça veut dire des petites peines et des peines d'intérêt général. Alors c'est quoi les peines d'intérêt général? Eh bien c'est des travaux d'intérêt général que ces personnes pourraient avoir à faire pour la municipalité ou encore pour l'État, de façon à rendre service, on va dire en contrepartie, bien sûr, des actes qu'ils auraient commis à la société. Ce serait la suite logique, effectivement, et on sait un petit peu dans ce sens qu'on travaille avec les mairies. La mairie de Lamentin est la 3e mairie avec laquelle on signe une convention de ce type-là, après Le Moule et Grand-Bourg de Marie-Galante. Et à chaque fois, effectivement, l'idée, c'est de dire, offrons un circuit court, en quelque sorte, de la justice, c'est-à-dire quelqu'un qui commet ses actes de délinquance à Lamentin va avoir donc sa réponse pénale lui être notifiée à Lamentin. Et puis l'idée, c'est effectivement, si derrière, on peut lui notifier des sanctions
une sanction de travail d'intérêt général au profit de la mairie de Lamentin, je trouve que ça serait très intéressant, ça prendrait beaucoup de sens. Donc on y travaille avec les autorités de la mairie de Lamentin et je les en remercie beaucoup. Un reportage signé Olivier Félix. Et le département, lui, met la lecture à l'honneur avec la fête du livre en bas-bois. Plus de précisions dans le reportage. Ce sont vraiment 3-4 jours de célébration, mais de célébration, j'ai envie de dire, sereine. Autour de l'écriture, autour de la lecture, et là, c'est un investissement, j'ai envie de dire, qu'on sème, on arrose pour récolter après, quoi. Donc un pays riche avec un tel vivier d'auteurs, il ne peut que continuer à promouvoir l'écriture, promouvoir la lecture et encore semer pour mieux produire, quoi. Je trouve que c'est au-delà, ce que nous allons faire est déjà au-delà de ce que moi je voyais. Moi, je ne voyais pas conférence de presse, je ne voyais pas tout ça, je voyais quelque chose de beaucoup plus modeste personnellement. Mais vous savez, quand on travaille, les uns apportent des idées, les autres apportent, et puis ça s'amplifie, une chose entraîne une autre. Donc on attend d'abord que les gens répondent. Si les gens répondent positivement, si le public vient, si le public adulte vient, si les éditeurs sont contents, si les auteurs sont contents, on aura réussi. Et on pourra à ce moment-là avoir suffisamment de force au-delà de ce que nous sommes chacun pour continuer et passer le flambeau. Il y a deux démarches, il y a les amoureux et puis il y a ceux qui sont à conquérir. Donc j'ai envie de dire par cela qu'il y a les scolaires, il y a les enfants, il y a la famille, les familles. Il faut renouer un peu les liens entre tout ce monde. Et naturellement, après, le lot d'amoureux de la lecture publique, des amoureux du livre, le seul lot va grossir, quoi. Et des rencontres avec les éditeurs, avec les auteurs aussi, des ponctuations artistiques variées, avec de la culture, avec de la danse, de la musique. Et ce sont vraiment 3-4 jours de célébration, mais de célébration, j'ai envie de dire, sereine. Autour de l'écriture, autour de la lecture, et là, c'est un investissement, j'ai envie de dire, qu'on sème, on arrose pour récolter après. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.